Je tiens à préciser que j'ignore si ce que je dis dans cette vidéo représente vraiment la réalité. Je ne prétends pas détenir la vérité et en aucun cas je ne cherche à avoir raison. Je crois seulement qu'en tant que résistant qui cherche à avancer et dans le but de trouver les meilleures options pour l'avenir, cette réflexion se doit de faire partie de notre raisonnement. SVP pour une meilleure compréhension, visionnez en entier. Bonne écoute. Je me suis préparé une petite feuille. J'ai compris quelque chose de nouveau et j'aimerais vous en faire part. Pendant un séjour au Nouveau-Brunswick où l'urgence sanitaire n'est plus, j'ai pu constater et comprendre quelque chose de nouveau. Ou du moins, ça m'a permis de comprendre plus en profondeur ce que je considère désormais comme étant la plus grande erreur de la résistance, qui est la confrontation directe. Oui, sur place, je n'ai constaté aucune polarisation entre deux camps parmi la population, tant au niveau du résistant qu'au niveau de celui qui collabore. Oui, du côté du gouvernement, la tentative de polariser un débat est bien présente, comme à la radio ou par l'entremise de différentes pubs, mais ce qui saute aux yeux, c'est que la population n'embarque pas dans la confrontation, mais semble préférer prioriser le respect des liens qui les unit entre eux. Peut-être cela est dû à une moins grande industrialisation dans la province, ce qui forcerait les gens à être davantage en lien, du moins en dehors des grandes villes. Personnellement, je me suis senti comme si je voyageais dans le temps au Québec d'il y a une vingtaine d'années lorsque l'entraide, le respect et même l'intérêt envers son prochain étaient encore présents. C'est l'époque où ton voisin venait t'emprunter un rouleau de PQ car il était à court. Là-bas, le mouvement de résistance ne passe pas pour le coupable aux yeux de la population générale. Il devient donc extrêmement compliqué pour le gouvernement de justifier une répression aux yeux de leurs troupes/troupeaux, sans s'exposer soi-même comme étant le tyran. Le mouvement de résistance ne peut pas être considéré comme étant le tyran, le violent ou le responsable de leur malheur, tout comme il ne peut servir de justification à quoi que ce soit puisque celui-ci passe inaperçu et semble opter davantage pour le contournement et la redirection de l'acquisition de leurs ressources vers des moyens plus traditionnels. Cela a pour effet de devenir plus dépendants les uns des autres en tant que communauté, mais moins dépendants de l'État. Ainsi, le gouvernement, continuant d'agir par des moyens tyranniques tels que les nôtres, ne ferait qu'aider le peuple à récupérer de son pouvoir sur l'État. L'État doit donc opter pour une stratégie différente, mais ne vous y méprenez pas, il travaille aussi contre nous. La seule différence, c'est que le peuple refuse de travailler contre le peuple, et cela complique les choses pour justifier la suite. Ça ne les empêchera pas de finir avec plus de répression ou de voir l'armée débarquer des rues, comme on dit, mais au moins l'ennemi deviendra visible pour tous et n'aura plus d'effectifs parmi sa population. Autrement dit, ils ne gagneront pas plus la guerre de cette façon, le moment où ils devront entrer en confrontation directe avec le véritable ennemi, mais ils seront en meilleure posture pour résister aux coups et amortir les chocs d'une population divisée comme la nôtre. À mon humble avis, nous sommes présentement victimes d'une guerre entre deux énormes puissances mondiales. L'ancienne puissance, basée davantage sur des richesses économiques, qui se foutent bien de qui vous êtes ou de ce que vous faites, tant que vous contribuez à les enrichir, contre la nouvelle puissance, basée davantage sur la technocratie et l'idéologie d'un monde bien différent, dans lequel l'emprise que l'État a sur vous se doit d'être entière pour le bon fonctionnement du système dans le temps. Cette puissance semble convoiter un pouvoir d'une autre nature d'une façon beaucoup plus perverse. Afin d'atteindre leur but plus facilement, la puissance en question se doit d'éliminer ce qui constitue votre vous, c'est-à-dire vos cultures, vos allégeances religieuses, moraux ou spirituelles, et le remplacer par un vous standard, approuvé et fonctionnel avec leur système, tout comme ils se doivent de délégitimer l'histoire. Pour ce faire, quoi de mieux que d'emprunter/de faire monter en puissance l'idéologie gauchiste et sa recherche de l'égalité/l'équité qui, selon leur idéologie, passe tout simplement par la suppression de ce qui crée le sentiment d'injustice chez celui qui se dit opprimé, qui est justifié ensuite par le but promu ou recherché. But qui, dans les faits, dans un monde inégal, autrement que par la suppression, reste inatteignable. Voilà pourquoi la compassion, le pardon, le sacrifice, l'amour et le sentiment de mérite qui viennent compenser ce sentiment d'injustice ont une telle valeur. Un futur sans ces éléments est un futur bien triste pour l'humanité en soi. Un futur qui ne laisse aucune place aux gens comme moi, mais un futur bien heureux pour les adeptes d'un monde robotisé basé sur le progrès et l'avancement de la technologie qui malheureusement ne peut que contribuer à la régression de tous les aspects qui nous humanisent. Sur ce, voici mon analyse des options qu'il nous reste. Option 1. Rester ici. Ce qui égale subir le résultat de la guerre. Car même si nous renversions notre gouvernement, nous n'avons pas l'influence ou les ressources nécessaires pour contrer cette puissance mondialement en cas de combat direct. Et les renverser à l'interne signifie entrer en confrontation directe à l'externe. Seuls, nous sommes perdus. Mais en tant qu'alliés, nous sommes forts. Option 2. Partir d'une autre province. Ce qui égale subir le résultat de la guerre, mais se placer en meilleure position pour résister ou amortir le choc des coups de l'ennemi. Option 3. Quitter pour les États-Unis dans un État où le gouvernement résiste et combat. Ce qui égale entrer dans le combat, mais aussi se définir comme cible, et donc ne pas être à l'abri des attaques. Les États-Unis et sa population sont beaucoup plus influents et en meilleure posture en cas d'affrontement direct,
Mais en plus d'être en guerre contre eux-mêmes, guerre qui ne semble toujours pas être gagnée, malgré les avancements du camp Trump qui définit très bien l'ancienne puissance loin d'être parfaite, mais de toute évidence bien mieux que ce qui suit. N'est-ce pas là votre état naturel? Telle est l'essence cachée de l'humanité. Votre soif de soumission. L'aveuglant appel de la liberté assombrit votre joie de vivre et vous pousse à vous écharper pour le pouvoir. Et la reconnaissance. Vous étiez fait pour obéir. À jamais vous vous prosternerez. Pas devant des hommes comme vous. Il n'y a pas d'hommes comme moi. Il y a constamment des hommes comme vous. Regardez votre aîné, mes amis. Qu'il vous serve d'exemple. Laisse-le tranquille, j'ai besoin de sa main-d'œuvre. Et même s'ils gagnent à l'interne, ils devront ensuite entrer en guerre contre le reste de la puissance en question qui semble avoir une grande emprise mondialement. Quoique beaucoup de pays semblent mener leur propre guerre à l'interne, et il est vrai que si les États-Unis gagnent leur guerre à l'interne, beaucoup de troupes de plusieurs pays plus ou moins influents risquent de se rallier à la cause, ce qui pourrait mener à la victoire. En conclusion, aucune option est idéale. Il s'agit d'un choix personnel à faire en lien avec ses capacités, convictions et priorités. Sauf si l'on rajoute l'option 4, qui est de choisir une des 3 options précédentes, dans le but de rester le plus facilement ou le plus longtemps possible dans la paix et l'intégrité de sa personne, de ses valeurs et de ses croyances. Moi, je rentre dans la résistance par la résilience, et j'irai où l'on veut bien de ma personne telle qu'elle est, sans pour autant chercher à meurtrir mon corps, jusqu'à ce que celui-ci se meurtrit de lui-même ou de la répression qui lui est imposée. Mais pour ce qui est du bilan masque pas masque au Nouveau-Brunswick, je dirais que dans le petit village où j'étais, 95% des gens au moins ne le portaient pas. Celui qui le portait avait clairement l'air d'un touriste lunatique qui n'est pas au courant que l'obligation a lieu. Par contre, dans un grand centre commercial d'une ville comme Moncton, je dirais que 65% ne le portaient pas à l'intérieur du centre et 50% ne le portaient pas à l'intérieur des commerces présents dans le centre. Un 15% se perd à mon avis simplement à cause que certaines affiches sont toujours en place, ce qui cause confusion ou incertitude puisque certains commerces, relativement rares, choisissent toujours de l'imposer, sans pour autant pousser la chose comme ici. Il faut garder en tête que beaucoup de gens présents dans les centres commerciaux de villes touristiques sont eux-mêmes des touristes qui ne proviennent pas forcément du Nouveau-Brunswick et donc qui peuvent fausser les données. Un certain pourcentage provient aussi de gens vaccinés qui se croient protégés, mais selon mon ressenti, si on fait la moyenne générale de partout où je suis allé, 75% de la population s'en foutent ou n'y croient plus, 5 à 10% sont vraiment effrayés ou le portent toujours par précaution, le reste n'ont pas vraiment d'opinion, ne font que suivre le train qui leur semble le plus fort dans le moment. Donc pour illustrer ma nouvelle compréhension/réflexion de l'erreur que fait la résistance par la confrontation directe, je vous suggère d'imaginer un type pris au fond d'un puits, dans la noirceur, avec pour seul compagnon une télévision. Celle-ci lui dit qu'il est très dangereux de sortir du trou parce que des inconscients se promènent au-dessus de lui et risquent de le contaminer. Vous, qui êtes la personne qui marche au-dessus de lui, vous arrêtez au-dessus du puits et lui dites « Sors de là, voyons, t'es en sécurité ici en haut. » Ce à quoi il vous répond « Non, je suis en sécurité ici, c'est à cause des gens comme vous que je ne peux pas sortir. Vous devez venir me rejoindre si vous n'êtes pas trop égoïste. » Alors pour lui prouver qu'il ne risque rien et qu'il se trompe, vous tentez de l'attraper au lasso et de le tirer vers le haut, contre son gré. Celui-ci se fâche et commence à vous traiter d'inconscient ou d'idiot, ce qui à ses yeux ne fait qu'entretenir votre culpabilité et fortifier sa haine envers vous. À terme, celui-ci n'aura d'autre choix que de catégoriser votre point de vue et de l'enfermer dans un endroit où il s'interdira de franchir la porte. En revanche, si celui qui est dans le trou continue de voir des gens marcher au-dessus de lui qui, contrairement à ce qui lui est projeté, semblent en paix et en sécurité, celui-ci sera davantage tenté de sortir la tête du trou et de leur demander conseil ou même de les rejoindre. Nous avons réussi par la mobilisation et le partage d'informations à réunir une bonne partie de la population errant déjà hors du trou et potentiellement sortir quelques personnes du trou. Mais à mon avis, à partir d'un certain stade, nous avons davantage contribué à ralentir notre progression. Il n'y a qu'à regarder au fond du trou pour constater quelle est la perception que les gens ont de nous, pour se rendre compte que nos actions, une intention certes très noble, servent malgré tout le but inverse. Oui, probablement dû à ce que la télévision leur a projeté de nos actions ou sur nous, mais il n'en reste pas moins qu'ils nous perçoivent de cette façon. Après tout, il est nécessaire de comprendre que ceux-ci nous perçoivent toujours à travers le filtre de leur télévision et non directement de par nos actions. Voilà pourquoi, à mon avis, afin de ne plus apporter de munitions à l'ennemi,
il devient urgent de réévaluer la méthode utilisée jusqu'ici pour amener quelqu'un à l'éveil de sa conscience afin qu'il sorte lui-même du trou. Que ce soit par l'information, la contre-information ou l'exposition, je crois que toutes nos méthodes doivent être réévaluées et que plutôt que de réagir à l'attaque en contre-attaquant de la même façon qu'eux, nous devrions tendre l'autre joue et attendre que celui-ci nous demande de tendre la main afin de le sortir du trou, main dans la main. Bien qu'il soit difficile pour le pauvre homme lourdement chargé de voir très loin en avant, il peut apercevoir une lumière qui le remplit d'espoir. Fixe cette lumière des yeux et va droit sur elle. Ce que j'ai dit ici représente ma réflexion du moment présent et n'est pas à l'abri d'une évolution ni même d'une erreur. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je partage mon point de vue dans l'espoir de faire grandir, évoluer ou élever un autre point de vue afin d'aider la collectivité à monter en conscience et ainsi progresser ensemble vers le chemin de la victoire. Hormis l'opposition officielle faisant partie du système, je reste persuadé que les intentions de tous les mouvements de résistance citoyenne sont nobles. En revanche, je suis aussi persuadé que l'on tente malgré nous de manipuler l'opinion du résistant dans le but de diriger aussi ses actions. D'où l'importance de toujours remettre en question ces actions en lien avec les conséquences qu'elles engendrent et non leur but ou intentions. Voici donc la raison pour laquelle je ne participe désormais plus à aucune mobilisation citoyenne ou action qui se médiatise facilement et dont le véritable sens peut se retourner contre nous par l'ennemi d'un simple claquement de doigts. Je ne veux pas dire que les mobilisations sont complètement inutiles, mais qu'ils doivent se faire de façon plus privée, moins médiatisable et à des fins de rassemblement. Lorsque je discute avec quelqu'un qui se situe entre deux et qui est conscient que les médias mentent, je me rends compte qu'il perçoit et analyse tout de même le mouvement de résistance selon ce qui est venu à son oreille et malheureusement ça provient souvent que des médias. Il ne comprend donc pas le sens réel du combat ou son importance. La pression des foules pacifiques, quant à elle, n'est qu'une illusion. Le seul temps où elles fonctionnent, c'est lorsqu'elles sont orchestrées ou provoquées dans le but de justifier une action future par la critique de son inaction du moment présent, dans le but de modifier l'opinion publique et limiter la contestation. Ce n'est d'ailleurs pas par les foules qu'elles y arrivent, mais par la façon dont l'événement sera médiatisé par la suite. Voici d'ailleurs à quoi servent en réalité les partis d'opposition et la raison pour laquelle ils sont toujours en place. Les foules violentes ne créent pas non plus de pression, et sont surtout provoquées pour justifier une répression de la même nature. En revanche, il existe des actions concrètes que la plupart d'entre vous ne semblent pas vouloir entreprendre. Telles payer en argent, ne plus utiliser aucun service qui requiert votre soumission aux mesures d'urgence, ce qui permettrait de créer des liens, favoriserait l'entraide, l'organisation de la résistance et le maintien de sa santé financière. En simple, ne vivez plus selon la menace, mais vivez selon votre conscience en dépit des potentielles conséquences. Ce n'est que de cette façon que le pouvoir du gouvernement deviendra illusoire et s'y mettra pour finalement servir de nourriture aux insectes. J'ai un immense respect et beaucoup d'admiration pour les actions qu'entreprend François Amalega. Une de ses meilleures, à mon avis, fut son intrusion dans la conférence de presse. Une action qui peut difficilement se retourner contre nous, mais qu'ils sont tout de même obligés de couvrir. En revanche, malgré la beauté de la chose et le courage que ça prend pour entreprendre de telles actions, je crois que nous ne sommes plus au stade de la confrontation, mais au stade de la structuration et de l'organisation. La guerre d'information telle que nous la connaissons ne peut plus s'accélérer et le gouvernement sait qu'il finira par la perdre de toute façon puisqu'il perd des plumes à chaque nouvelle étape qu'il franchit. Il faut garder en tête que lorsque vous tentez d'entrer dans un établissement qui vous impose quelque chose pour leur donner votre argent, vous leur donnez de l'importance, du pouvoir et la confirmation par votre dépendance qu'ils ont ce pouvoir sur vous. Or, si toutes ces personnes mettaient la même énergie, détermination et volonté à encourager les commerçants et membres de la résistance qui ne l'imposent pas et qui ne désirent pas l'imposer, vous donneriez de l'importance, du pouvoir, de la force et du courage à nos propres soldats, tout en favorisant la création de liens entre résistants et la perte en puissance des tyrannos. Ce qui est la base pour la première étape de la restructuration d'un futur dans lequel le partage de nos différentes ressources, compétences et moyens nous rend indépendants vis-à-vis de nos gestionnaires. Ce qui, à terme, rend tout pouvoir de l'État illusoire, hormis le pouvoir via la force physique. Cessez de convoiter et faites en sorte qu'on nous envie. Soyons accueillants et devenons convoitables. Faisons en sorte que les gens aient envie de venir à nous. Pourquoi, pendant une belle journée chaude comme aujourd'hui, il n'y aurait pas 200 résistants qui feraient la file pour une crème glacée à l'heure de glace de Magog? Pourquoi n'y a-t-il pas une file d'attente pour aller gazer au dépanneur Proxy sur boulevard Portland? Pourquoi 50 résistants ne viendraient pas dîner à la fromagerie Campagnard de Richmond? Pourquoi?